Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, que vous connaissez bien, ami, conférencier, physicien, ancien prof, pilote, bref, un touche-à-tout cosmique, et qui nous emmènera une fois encore au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Eh bien, voici un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. Et aujourd'hui, l'épisode s'intitule « De quoi est fait le monde ?» Voilà, alors de quoi est fait le monde? Alors ça englobe absolument tout. Donc on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. On a déjà commencé, dans certains épisodes, à parler de la matière de façon générale. On va rentrer un tout petit peu dans les détails, mais sans déborder de trop, avec des notions scientifiques ardues, complexes. On va essayer de simplifier au maximum pour pouvoir avoir au niveau de l'imaginaire des images. Et ça permet un petit peu de répondre à cette question, de quoi est fait le monde? De quoi est fait le monde? C'est une question qui s'est posée très tôt dans l'histoire des civilisations. Willy nous en a déjà parlé, que ce soit de la Grèce antique ou bien alors même dans les cosmogonies chinoises qui, en parallèle, à peu près à la même époque, imaginaient déjà des systèmes similaires à ceux que nous connaissions en Grèce antique, avec par exemple ce qui s'appelait les wuxing, l'eau, le feu, la terre et l'air, mais aussi le métal et le bois. Et tout cela baigné dans le Qi, traduisez le souffle de vie qui est présent partout et qui baigne l'univers. Ce dont quoi on va parler aujourd'hui, c'est d'abord de la matière ordinaire, c'est-à-dire la matière qui fait tout ce qui nous entoure. Alors rappelez-vous, dans un épisode précédent, on a parlé des premiers penseurs, des philosophes grecs qui imaginaient que tout était fait de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Aristote en a rajouté un 5e, qu'on a appelé la quintessence. Donc tout était fait en différentes proportions de ces éléments. Là-dessus, un peu plus tard, Démocrite et d'autres ont imaginé que finalement, le monde était fait de petites briques élémentaires insécables, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus casser. Insécable, en grec, ça se dit atomus. Tomus, c'est donc comme tomographie, ça veut dire on coupe en tranches. Eh bien, il imaginait que ces petites briques élémentaires étaient insécables. Il a appelé ça des atomes. Et plus tard, quelques milliers d'années plus tard, 2000 ans, enfin vers la fin du 19e siècle, on était persuadé que l'idée était très bonne. On avait des preuves sérieuses comme quoi la matière était composée d'atomes. Mais alors, si le monde est fait d'éléments petits, insécables, eh bien, que sont-ils ces atomes? Le raisonnement qui vient ensuite, ce serait, est-ce que nous venons tous d'une même sorte d'atomes ou bien de plein différents? Tout ça a pris, vous vous en doutez, des siècles. Depuis Démocrite donc, comme l'a dit Willy, et jusqu'à ce que cette idée revienne, tenez-vous bien, seulement au 19e siècle, où un scientifique du nom de Dalton va reprendre l'idée de Démocrite et puis va réussir à aller plus loin que l'idée en proposant des preuves, des faits qui prouvent la présence de ces atomes. Alors, même si on est complètement incapable de voir ces atomes à l'époque, il pensait pouvoir observer leurs effets. Et c'était effectivement le cas. Par exemple, la pression. Eh bien, il pensait, lui, que c'était dû à l'agitation de petites particules de ces fameux atomes. En prenant en compte sa théorie de ces atomes, eh bien, ses calculs collaient avec les résultats expérimentaux qu'il faisait à différentes conditions de pression et de température. Et puis alors, comment expliquer l'immense diversité d'éléments sur Terre, alors qu'il n'y a que 92 éléments au tableau de Mendeleïev? Eh bien, c'est Proust, un philosophe et physicien, qui avance que cette diversité infinie est en fait possible simplement par l'arrangement de plusieurs de ces éléments simples. Donc nous avons notre réponse, ce ne sont pas des atomes d'air ou des atomes d'eau, mais bien des atomes élémentaires qui ensemble constituent l'eau, l'air, le feu, etc., etc. Et alors, par exemple, pour vous donner une idée, prenez une règle en fer,
coupez-la en deux, vous allez avoir deux demi-règles en fer, et continuez à couper. On se pose la question, jusqu'à quand peut-on couper pour que le dernier élément de cette règle soit encore du fer? Eh bien, ce dernier élément, c'est l'atome de fer. Alors, on a découvert que finalement, il y avait à peu près 92 éléments dans la nature, 92 sortes d'atomes. Alors, après avoir étudié, disséqué, réfléchi, expérimenté et pour essayer de comprendre, on a découvert avec quasi-certitude que toute la matière était faite de ces atomes et chaque atome avait une espèce d'aspect commun et il y avait quelques petites différences dont on va parler dans quelques instants. On pourrait se suffire de cette explication. Il existe une quasi-centaine d'éléments aux propriétés différentes qui, combinés, forment l'eau, la terre, vos chaussures, vos écouteurs, etc. Mais le scientifique, lui, se dit « oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un atome d'or est plus lourd qu'un atome de carbone? Pourquoi un tel conduit mieux le courant qu'un autre ?» On se dit que ce petit atome doit être en fait une boîte qui renferme le secret de sa nature. Quelque chose de plus universel. Parce que vous savez, plus on regarde le monde, et plus on a tendance à trouver des choses universelles. 90 éléments, c'est pas très universel. Prenez l'exemple de la vie. On peut classer des animaux par thème, les oiseaux, les poissons, les mammifères, etc. Mais au final, il y a un mécanisme plus universel qui se cache derrière, c'est l'ADN, qui est commun à tous les êtres vivants et qui, par son arrangement ACGT, crée la diversité que nous voyons. C'est un peu la même logique de pensée qui s'applique à l'atome. Et effectivement, des siècles de recherche plus tard, nous savons que comme l'ADN, il existe des petits composants universels qui composent toute la matière qui existe. Willy, alors, quels sont-ils? Donc, voilà, un atome, c'est tout simplement un petit noyau positif et autour un nuage d'électrons négatifs et tout ça, ça tenait et ça formait un atome. Mais alors, déjà, pour avoir une image, essayez d'imaginer le noyau de cet atome est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Et donc, ça veut dire que finalement, l'immense majorité du volume qu'occupe cet atome est fait de vide. Donc, un atome est fait essentiellement de vide. Pour mieux vous représenter cela, on peut dire que si le noyau de l'atome avait la taille d'une balle de tennis, le diamètre de l'atome en entier ferait presque 7 km. Mais alors ce noyau, Willy, de quoi est-il fait? Alors ce noyau, il est fait de ce qu'on appelle des protons et des neutrons. Alors c'est donc 100 000 fois plus petit que l'atome en lui-même. On s'est dit, mais alors ça y est, on est peut-être arrivé au bout, on a peut-être des particules élémentaires. Eh bien non, on peut encore casser. On a cassé et on a trouvé qu'à l'intérieur des protons et des neutrons, il existait des petites particules extrêmement bizarres qu'on a appelées des quarks. On les a appelées up-down. Et c'était un mélange de ces quarks, 3 par 3, qui formaient les protons, les neutrons. Et eux étaient encore 1000 fois plus petits que le noyau. Donc, c'est-à-dire 10 millions de fois plus petits que l'atome. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il existe d'autres particules élémentaires de plus en plus petites en cassant? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a des hypothèses. Après, finalement, tout ce qui nous entoure est fait d'atomes. Et tous ces atomes étant différents, tout simplement, c'est le nombre des constituants à l'intérieur de ce noyau qui permettent de voir qu'il existe des atomes d'hydrogène, des atomes d'hélium, des atomes de bore, des atomes de calcium, des atomes d'or, des atomes d'uranium. Et la seule différence, c'était le nombre des constituants. Et ce qui fait que ça nous donne une image extraordinairement riche de l'univers qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure. Tout est fait d'atomes. Mais alors, les atomes sont faits, comme je viens de le dire, essentiellement de vide. Entre les atomes, après les atomes s'accrochent entre eux pour pouvoir fabriquer des molécules, puis des macromolécules, puis des étoiles, etc., etc. Mais finalement, au bout du compte, l'immense majorité de la matière n'est faite que de vide. Et finalement, quelles sont les lois qui régissent ces petites particules élémentaires? Quelles sont les forces qui les lient entre elles? Et puis surtout, comment interagissent-elles les unes par rapport aux autres, afin de former des protons, neutrons, et puis de se lier à nouveau pour former ces noyaux d'atomes? Cette matière, pour l'instant, on est à des particules élémentaires simples. Par exemple, on a parlé des électrons, on a parlé des quarks. Voilà, ce sont deux sortes d'éléments qui fabriquent l'ensemble. Mais tout ça, il faut que ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut des médiateurs.
Et pour avoir une idée de qu'est-ce qu'un médiateur, on appelle ça des particules qui sont des bosons. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Qu'est-ce que sont ces particules médiatrices? Imaginez deux joueurs de tennis. Ils s'échangent une balle. Les deux tennisman sont les particules et la balle, c'est justement le médiateur, ce qui permet à ces deux tennisman de rester accrochés. Il existe donc des bosons, différents bosons. Alors le photon, qui est une particule de lumière qui n'a aucune masse et qui va à la vitesse de la lumière, c'est le médiateur de ce qui est tout électrique, de ce qui permet à tout d'être accroché pour voir tous les objets qui nous entourent. Après, il existe d'autres bosons qui permettent à la matière d'être accrochée pour différentes interactions, interactions faibles et interactions gravitationnelles, etc., etc. Donc, il existe deux sortes de particules. Des particules qu'on appellera des fermions, qui font l'ensemble de l'univers qui nous entoure, et les médiatrices qui permettront à tout ça d'être accroché. En fait, elles échangent des ballons qui sont caractéristiques de l'interaction qu'elles subissent. Et on peut même pousser l'analogie de Willy plus loin. Comme l'a dit Willy, il existe plusieurs grandes forces dans l'univers, mais qui peut être totalement ignorée dans ce cadre parce que son intensité à l'échelle des particules est négligeable. Donc, il nous en reste trois. La première, c'est l'interaction électromagnétique. On la connaît bien, c'est à peu près tout ce sur quoi est fondée notre technologie moderne. L'induction, les champs magnétiques, l'absorption, émission de lumière, laser, etc. Cette interaction entre nos deux joueurs, elle est transmise par une balle qui s'appelle le photon, comme l'a dit Willy, et qui est de masse nulle. Elle n'est qu'énergie pure. Ensuite, il y a une deuxième force, c'est l'interaction faible. Alors c'est celle qui va dicter comment les protons, les neutrons et les électrons vont se comporter. En gros, c'est la radioactivité, la désintégration, c'est ce qui fait fonctionner notre Soleil. Eh bien, elle est véhiculée non pas par un, mais trois sortes de balles différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'ils s'appellent W+, W- et Z0. Et puis il y a une troisième interaction qui s'appelle l'interaction forte. Elle permet d'assurer la cohésion des particules elles-mêmes, c'est-à-dire d'assurer la stabilité du proton et du neutron eux-mêmes. Elle fait tenir ensemble ces fameux quarks dont a parlé Willy, et qui, assemblés en duo ou en trio, forment toutes les particules élémentaires. Pour qu'elles tiennent ensemble, elles échangent une balle immensément lourde qu'on appelle les gluons. Rappelez-vous, nous en avions déjà parlé dans l'épisode sur la naissance de l'univers. Mais ce qui est intéressant dans notre analogie, c'est qu'elle permet aussi de comprendre la portée et l'intensité de ces interactions. Reprenons nos deux joueurs de tennis. S'ils s'envoient une balle de masse nulle, comme le photon, alors là, c'est facile, tac, une petite tape et la balle est envoyée à une distance infinie. Donc la portée est aussi infinie. Les deux joueurs peuvent s'échanger la balle, quelle que soit la distance qui les sépare. Et c'est effectivement ce que l'on observe. C'est pour ça que la lumière peut nous parvenir, par exemple, depuis le fond des âges. Et puis pour l'interaction faible, les ballons sont bien plus lourds, 90 fois plus lourds qu'un proton. Alors là, imaginez que nos deux tennisman s'envoient des boules de pétanque. Alors on se doute que là, ils ne vont pas pouvoir les envoyer à des dizaines et des dizaines de mètres. Donc cette interaction, c'est une force qui n'a lieu qu'à une distance très très proche, presque de contact. Et c'est effectivement là encore ce qu'on observe. Elle est de l'ordre du millionième de milliardième de mètre, donc vraiment à la toute petite portée. Et puis enfin la troisième, alors là, imaginez qu'ils s'échangent des boules de bowling. Vous imaginez que les deux personnes vont être presque l'une en face de l'autre. Et puis, l'énergie qu'il va falloir dépenser à ces deux joueurs pour s'envoyer la balle est beaucoup plus forte que la boule de pétanque. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la force nucléaire forte par rapport à l'autre, qui s'appelle donc force nucléaire faible. Voilà donc pour ces deux grandes familles, comme Willy l'a dit, celle des particules et celle des médiateurs. Voilà, en très 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 gros, l'image qui permet d'avoir une idée de quoi on est fait. Mais alors, dans tout ça, ces particules, comment sont-elles? Alors déjà, qu'est-ce que c'est une particule? Une particule, est-ce que c'est une petite boule? Bon, déjà, non, ça peut pas être une petite boule, parce que si cette petite boule existe, elle occupe un certain volume, et si elle occupe un certain volume, c'est que dedans, il y a encore de la place. Eh bien non, ce sont des particules qu'on peut appeler comme ponctuelles.
Rappelez-vous aussi qu'on a parlé un peu de mécanique quantique. Eh bien, ces particules ponctuelles, quand on les détecte, elles sont réellement ponctuelles. Et en fait, rappelez-vous qu'en mécanique quantique, quand on ne les observe pas, elles sont étalées. Elles deviennent ponctuelles quand on les observe, quand on les mesure. Alors, imaginons qu'on les mesure, donc elles ont une certaine masse, elles ont une certaine charge, mais elles n'occupent aucun volume. Donc l'image est difficile à imaginer. Mais comment c'est possible? On ne peut pas aller au-dessus, on ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas tourner autour. Bon, il faut essayer d'imaginer un grain ponctuel, c'est difficile, mais ayant une masse. Alors, comment c'est possible? Rappelez-vous aussi ce qu'a dit Einstein, l'énergie et la masse, c'est pareil. E égale mc2. Vous vous souvenez? L'énergie peut se transformer en masse et la masse peut se transformer en énergie. Or, dans la théorie, toutes les particules élémentaires dont on a parlé ne devraient pas avoir de masse. Elles devraient être énergie pure, comme les photons de lumière, qui sont énergie pure et qui n'ont pas de masse. Or, dans la théorie, elles ne devraient pas avoir de masse, mais malgré tout, comment ça se fait qu'elles avaient une masse finalement? Mesurable. Eh bien, une théorie a proposé ce qu'on appelle le champ de Higgs et la particule de Higgs. C'est ça qui donnerait aux particules une masse qu'on peut mesurer en kilogrammes. Mais comment peut-on se l'imaginer? Alors pour ça, essayez d'imaginer une grande place, comme la place de la Concorde ou n'importe quelle grande place, avec dessus une immense fête, avec des tables, avec des gens autour qui circulent, qui boivent, qui mangent, etc., de la musique si vous voulez. Et puis vous êtes quelqu'un de parfaitement insignifiant, vous ne connaissez personne. Vous allez pouvoir traverser la place sans être arrêté nullement par personne. Donc vous n'avez pas d'inertie. Vous pouvez avancer. Par contre, si vous êtes un tout petit peu connu, vous allez être obligé de vous arrêter, dire bonjour à machin, dire bonjour à un truc, à 3-4 personnes. Eh bien, vous allez être ralenti. Si vous êtes plus connu encore, vous allez être ralenti de plus en plus, puisque vous allez serrer la main à plein de gens. Si vous êtes très 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 connu, vous allez avancer très lentement. Vous allez avoir de l'inertie. En fait, le champ de Higgs, c'est simplement cette place, et la particule de Higgs, le boson de Higgs qui a été découvert expérimentalement, c'est la poignée de main. Voilà, c'est une image grossière, mais ça permet de comprendre pourquoi les particules élémentaires qui devraient être de masse nulle en ont une. Elles devraient être qu'énergie pure. Eh bien non, certaines, comme le photon, sont énergie pure et d'autres ne sont pas énergie pure, elles ont récupéré de la masse. Voilà. La découverte de ce boson de Higgs est un cas qui reviendra beaucoup dans l'histoire de la physique. C'est la preuve de la capacité de l'homme à remettre en question, non pas sa théorie, mais le réel, et à expliquer le possible par l'impossible, par le non intuitif. Alors que la théorie prédisait une masse nulle des particules, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les résultats, dans la réalité, la logique voudrait que on se dise on jette la théorie, on la met à la poubelle et on recommence. Mais certains ont une capacité à penser le réel autrement et on dit non, n'effaçons pas tout. Peut-être pourrait-on rajouter un petit quelque chose. En fait, la masse, ce n'est pas une propriété intrinsèque, innée des particules, c'est une propriété qu'elles acquièrent par friction, si on peut dire, avec ce champ de Higgs, qui est présent partout dans l'univers. Réfléchissez à cette phrase. Vous conviendrez qu'il faut avoir plus qu'une imagination débordante, puisque ça dépasse tout simplement l'entendement. Il faut être capable de pouvoir mettre sans dessus-dessous toute la conception de notre monde, et cette remise en question, c'est également celle qui va nous guider par la suite pour nous aventurer dans la matière noire. Parce qu'une autre remise en question qu'on peut se demander, c'est, il existe de la matière que l'on voit, mais après tout, y aurait-il une matière que l'on ne verrait pas? Quand on regarde dans l'univers, les assemblages pour former les rochers, les hommes, les gens, les voitures, les planètes, les étoiles, etc., eh bien, on arrive à mesurer la masse des objets. Et en mesurant la masse des objets, on regarde dans l'univers, il existe des étoiles qui finalement sont faites de matière, qui sont capables d'émettre de la lumière visible, de la lumière invisible, ultraviolet, infrarouge, rayons X, etc. Toutes sortes de rayonnements, donc elles sont parfaitement détectables. Et une étoile est visible pendant un certain temps, mais à un moment donné, elle va mourir et elle ne va plus émettre de lumière visible ni de rayonnement vraiment intense. Donc, et dans l'univers, il existe beaucoup de cadavres stellaires qui n'émettent pratiquement plus aucune information, mais elles ont quand même des masses. Donc elles ont une influence
gravitationnelle avec l'univers qui les entoure. Effectivement, tout un tas d'astres, comme les naines brunes, les trous noirs, les pulsars, sont des éléments cosmiques qui émettent peu. Donc, il s'agit bien de matière classique, qui obéissent à nos lois, qui sont simplement invisibles à notre œil humain, de faible capacité, mais qui, en soi, existent, sont bien là et sont identifiables. Mais alors, existerait-il un autre type de matière, qui cette fois n'échappe pas simplement à nos sens, mais qui échappe aux lois de la physique eux-mêmes? Alors, non pas qu'elles les enfreignent, mais elles n'y sont tout simplement pas sensibles. Une matière qui ne serait pas sensible aux forces dont nous avons parlé au-dessus, mais uniquement répondant à la seule force de gravitation. C'est donc via ce seul biais qu'il est possible d'en observer les effets. Et c'est d'ailleurs comme ça, par cette méthode, qu'a été découverte cette fameuse matière. Donc on en est arrivé, en mesurant tout ce qu'on peut dans l'univers, que finalement la matière ordinaire ne représente que 5%, approximativement, 5% de la masse entière de l'univers. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ces 95% de non détectables? En effet, elles sont non détectables, mais qui est détectable d'une certaine manière par les effets gravitationnels qu'elles représentent. Alors, on a déjà depuis assez longtemps, on était en train de mesurer un petit peu, surtout on a commencé à regarder la vitesse de rotation de notre galaxie, de la Voie lactée. Et on peut mesurer la vitesse des étoiles lointaines, plus proches, etc. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Il y avait un petit problème dans la vitesse de rotation de notre galaxie, ou de toutes les galaxies. Il y avait toujours un petit problème mesurable. Il semblait y avoir quelque chose de gravitationnellement actif. Donc, on sentait qu'il existait une masse lourde qui a un effet gravitationnel sur l'ensemble de la matière ordinaire, mais absolument indétectable. De cette matière noire, comme souvent, elle est due au hasard, mais elle est aussi due à l'intelligence d'une femme qui pendant longtemps, malheureusement, est restée dans l'ombre, du nom de Vera Rubin. Dans les années 70, celle-ci se met en tête de chercher à comprendre pourquoi les galaxies ont des structures si différentes. Alors elle pense tout simplement que c'est sans doute dû à la différence de vitesse de rotation des galaxies. Elle regarde la galaxie voisine, Andromède, et elle observe la vitesse de rotation des étoiles. Et elle s'aperçoit avec stupeur que les étoiles situées en bordure extérieure de la galaxie tournent bien trop vite. Alors Vera Rubin fait d'autres mesures sur d'autres galaxies pour chercher s'il y a une erreur quelque part, mais elle trouve toujours le même résultat. Et ça l'embête. Ça l'embête parce que, en l'état, les galaxies ne devraient pas exister. Les étoiles tourneraient beaucoup trop vite pour être retenues par la force gravitationnelle des galaxies qui devraient donc se vider de leur étoile. Alors Vera Rubin réfléchit et tout va alors rentrer dans l'ordre. En ajoutant une masse supplémentaire à la galaxie, la force gravitationnelle serait suffisamment forte pour maintenir les étoiles et le mouvement des étoiles serait alors expliqué. Sauf que cette masse, il en faut beaucoup. Elle représente un pourcentage très élevé de la masse de l'univers, de l'ordre de peut-être 20-25%. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, nous ne savons absolument rien de cette matière noire. Certains experts disent que peut-être non, elle n'existe pas, même si gravitationnellement, elle a un effet puissant sur les galaxies, sur la lumière, sur beaucoup de choses. Mais rien, pour l'instant, rien de rien, on ne sait pas. Il y a des tas d'hypothèses. Bon, on les a appelées les WIMPs, on les a appelées les actions, on peut les appeler de mille façons, mais tant qu'on n'a aucune preuve, on ne sait rien du tout de la matière noire. Mais alors on a jusqu'à présent 5% de matière, à peu près 25% de matière noire, mais Willy, on est encore loin du compte. Et il en reste, bien sûr, Maxence, il en reste, et pour arriver à 100%, il reste un truc. Mais alors, c'est quoi ce truc qui reste? Alors là, c'est extrêmement curieux. Et là, il n'y a pas très longtemps, enfin la fin du XXe siècle et au début du XXIe, on a découvert un truc bizarre. On a commencé à comprendre à partir des équations d'Einstein et puis à partir de la cosmologie, on a découvert que finalement l'univers était en expansion. Rappelez-vous, c'était bizarre. Il y avait possibilité que l'univers soit en expansion, mais la masse de l'univers pouvait ralentir l'expansion, voire éventuellement l'inverser. La deuxième possibilité, c'était que ça
ralentissait l'expansion, mais l'expansion continuait de plus en plus doucement, mais éternellement. Et là, soudainement, qu'avons-nous remarqué en faisant des mesures extrêmement précises, sans rentrer dans les détails, on a vu que, stupeur, depuis quelques milliards d'années, eh bien, au lieu de ralentir, au lieu d'inverser sa course, eh bien, l'univers était en expansion accélérée. Là encore, ça ne pouvait être que gravitationnel, c'est-à-dire une puissance attractive, ou alors plutôt répulsive. Alors, la question était de savoir, on a appelé ça l'énergie noire. Alors, est-ce une masse? Est-ce de la matière? Est-ce une caractéristique du début de l'univers qui permettait, à partir de quelques milliards d'années après le début, d'accélérer et de passer à une phase supérieure pour après aller on ne sait où? Le plus impressionnant, c'est que ce mécanisme est plus puissant que l'espace lui-même. Il a un pouvoir presque démiurge. De cette énergie naît l'espace. Et de celle-ci viendra aussi notre mort. Car si les estimations sont justes, comme l'a dit Willy, l'univers va ainsi continuer de s'expandre toujours plus vite jusqu'à l'infini, éloignant de plus en plus les astres les uns des autres jusqu'à ce que toute la matière soit si dispersée que plus aucune étoile ne pourra naître dans cet univers devenu sombre. C'est ce qu'on appelle le Big Chill. Mais bon, c'est pas tout de suite, et pour voir tout ça de manière un peu plus poétique et optimiste, peut-être pouvons-nous terminer sur cette belle analogie de David Elbaz qui compare notre univers à un arbre. Nous, la Terre, notre système solaire, la galaxie, tout l'univers visible, peut être apparenté aux feuilles d'un arbre. Tout comme notre univers, les feuilles, c'est sans doute ce qui est le plus visible, le plus voyant, et qui représente visuellement, en tout cas, la plus grande partie de l'arbre. Pourtant, si on prenait toutes les feuilles d'un arbre et qu'on les pesait, elles ne représenteraient que environ 5% de la masse totale de l'arbre. Mais ces feuilles, tout comme les galaxies, elles ont besoin d'être maintenues, d'être structurées par quelque chose. Et bien ce quelque chose, ce sont les branches. Et bien ces branches, c'est la matière noire, qui assure la cohésion et la structure de notre univers. Et puis enfin, si tout va bien en tout cas, l'arbre grandit. Il y a comme une force qui assure sa croissance. Les branches grossissent, grandissent, et les feuilles s'éloignent les unes des autres. C'est exactement le même phénomène que dans notre univers. Eh bien c'est le tronc et les racines qui apportent cette énergie nécessaire et qui constituent, si on le pesait, les 80% de la masse de notre arbre. C'est donc cette fameuse énergie noire. Voilà, notre univers est un immense arbre cosmique. Voilà de quoi on est fait, mais en fait non. On va pouvoir répondre à la question de quoi on est fait, rappelez-vous. Dans les atomes, c'est vide. Entre les atomes pour fabriquer des molécules, c'est vide. Entre les molécules entre elles pour fabriquer des gens, c'est vide. Entre les molécules pour fabriquer des planètes, c'est vide. Entre les planètes et leurs étoiles, c'est vide. À l'intérieur des étoiles, c'est vide. Et entre les étoiles, c'est vide. Entre les galaxies, c'est vide. Donc finalement, de quoi on est fait? De quoi est faite la matière? C'est de rien. Non, de presque rien. On espère avec Willy que ce petit aparté sur la matière et ce qui la constitue dans l'univers vous a plu. Petite interlude parce que, effectivement, nous en étions restés à la quête de mondes habités dans l'univers et nous vous avions promis de vous emmener sur ces planètes grâce à l'imaginaire dans un épisode. Eh bien, il arrive, ne vous inquiétez pas, nous vous préparons une petite surprise, un invité qui sera parmi nous et qui nous guidera dans ce voyage. Je tenais aussi à remercier Fafa Delta qui nous dit « Superbe, talentueux podcast qui déchire la voile de mon ignorance grâce à votre subtil mélange de savoir et de poésie. Un grand merci. » Merci à toi qui nous a fait rire, moi et Willy, avec ce commentaire. Et puis, c'est assez rare pour être noté, un commentaire qui nous vient du Canada qui nous dit « Merci, l'écoute de la série fut un réel plaisir. » Merci à tous encore une fois de votre écoute, de votre fidélité. Et n'hésitez pas bien sûr à noter cette émission, à la partager, à en parler autour de vous. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.